Bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'actualité. En République démocratique du Congo, le gouvernement sort de son silence dans les dossiers PICF6. Dans un communiqué officiel, le ministère du portefeuille accuse l'entreprise d'avoir revendiqué à tort une qualité bancaire pour tenter d'accéder aux fonds publics. Les autorités demandent tout décaissement et rejettent les accusations de corruption. Commentaire. Le ministère du portefeuille de la République démocratique du Congo a publié mardi 13 janvier un communiqué de presse détaillant sa position dans les 10 freins qui l'opposent à la société Pay Service, accusée d'avoir indûment revendiqué une qualité bancaire afin d'accéder à des ressources publiques. Selon les autorités congolaises, plusieurs publications médiatiques récentes, notamment celles relayées par Africa Intelligence, présenteraient les dossiers de manière juridiquement erronée et incomplète. Le ministère affirme que des éléments déterminants officiellement transmis par l'État congolais avant publication auraient été occultés. Au cœur du litige figure la question du statut juridique des pay services. Le ministère du portefeuille soutient que la société n'a jamais disposé de la qualité juridique d'établissement bancaire, ni au regard du droit congolais, ni du droit américain. À cet effet, il rappelle qu'une décision formelle du 18 octobre 2024 du département des finances de l'État de l'Idaho aux États-Unis a retiré à Pay Service toute reconnaissance conditionnelle antérieure et lui a interdit l'usage du terme banque faute de conformité aux exigences réglementaires. Malgré ces décisions, Pay Service aurait continué à se présenter comme une banque auprès des autorités congolaises, créant ainsi, selon les communiqués, une fausse apparence des régulations et des solvabilités. Cette présentation aurait joué un rôle déterminant dans les échanges initiaux avec certaines institutions publiques. Le ministère précise que, dans le cadre de l'instruction administrative du dossier, des vérifications ont été menées par les services compétents du ministère des Finances. Ces contrôles auraient établi que Pay Service n'était ni autorisé ni habilité à recevoir, gérer ou conserver des fonds publics conformément à la législation congolaise sur les finances publiques. Sur cette base, les autorités affirment avoir mis un terme à toute suite administrative liée au dossier, invoquant la nécessité de protéger les trésors publics. Les communiqués insistent sur le fait qu'aucun transfert des fonds n'a été effectué en l'absence d'autorisation réglementaire et d'accord formel du ministère des Finances. Les affirmations évoquant des prétendus investissements de 70 millions de dollars américains sont qualifiées par les gouvernements de dépourvues de toute base juridique, budgétaire ou comptable. Le ministère souligne également que la société n'est disposée ni d'état financier certifié, ni d'audit indépendant, ni même d'une définition claire de la valeur nominale de ses actions. Par ailleurs, les allégations relatives à un contrat entre PCS Akiba et la Cadeco sont formellement démenties par les autorités congolaises. En réponse aux accusations de corruption et de pression formulées après les refus des paiements, le ministère du portefeuille évoque une stratégie de représailles visant à détourner l'attention de l'élément central du dossier, à savoir la revendication d'une fausse qualité bancaire. Il estime que la rupture des relations avec Pay Service relève d'un acte de bonne administration conforme aux standards de vigilance appliqués également par les autorités américaines. En conclusion, le gouvernement congolais considère ces dossiers comme celui d'une entreprise privée ayant tenté, sur la base d'un statut bancaire infondé, d'obtenir jusqu'à 20 millions de dollars du trésor public congolais. La RDC affirme rester disposée à coopérer avec toute juridiction compétente tout en se réservant les droits d'exercer toutes les voies des droits nécessaires pour défendre sa souveraineté financière et l'intégrité de ses institutions. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire reste alarmante dans le territoire des Kale et les affrontements persistants entre le combattant Wazalendo et les troupes de l'AFSA 23 provoquent de nouveaux déplacements massifs de population. Plusieurs villages de haut plateau se vident de leurs habitants
contre eux de fuir vers le littoral où le besoin humanitaire devient de plus en plus urgent. Reportage. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Kalehe au Sud Kivu, où les violences entre les combattants Wazalendo et les troupes de l'AFCM 23 se poursuivent. Ces affrontements répétés continuent d'endeuiller les populations civiles et de provoquer d'importants déplacements. Plusieurs villages des hauts plateaux de Kalehe, notamment Katasomoa, Nyawaronga, Liliwe, Kasasa et leurs environs, se vident progressivement de leurs habitants. Craignant pour leur sécurité, ces derniers se dirigent majoritairement vers les zones du littoral. Selon le comité communautaire d'alerte précoce, plus de 2600 ménages déplacés ont déjà été recensés dans l'aire de santé de Tchofi. La situation s'est encore aggravée le 12 janvier avec l'arrivée de centaines de nouvelles personnes fuyant des violents combats dans leur village d'origine. Dans leur zone d'accueil, les déplacés font face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'eau potable, l'accès limité aux soins de santé, ainsi que des besoins urgents en nourriture et autres biens essentiels. Les populations affectées lancent un appel pressant à l'assistance humanitaire à l'endroit des organisations humanitaires et des personnes de bonne volonté afin de répondre à leurs besoins urgents. Après plus de 60 ans d'attente, les communes de Panzi et de Kachar retrouvent officiellement leur statut administratif dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. Longtemps considérés comme de simples quartiers périurbains, ces entités ont désormais érigé en communes autonomes grâce à l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. Leur décision, saluée par le jeune ressortissant de Panzi et de Kacha qui vivent à Kinshasa, suivait leurs propos. Que les quelques enfants de Kacha et de Panzi qui sont devant vous sont venus au nom de leur population de Kacha et de Panzi à Bukavu remercier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour avoir fait aboutir le dossier de création de ces communes, création attendue depuis 1958, vous imaginez. Cela signifie à plus de 68 ans. Et finalement, donc, ces communes sont des entités autonomes, décentralisées, qui pourront commencer à se prendre en charge maintenant. Nous sommes venus le voir, non seulement pour le remercier, mais aussi pour lui demander d'aller faire le deuxième pas, c'est-à-dire le pas de la mise en service effectif de ces communes. Et les mécanismes pour cela, dans le contexte actuel, seront étudiés à ce niveau et seront mis à la disposition de la population le moment venu. À Beni, dans le Nord Kivu, 6 détenus de la prison centrale de Kangbaï ont recouvré la liberté ce mardi 13 janvier 2026 à la faveur d'une libération conditionnelle. La mesure s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du système judiciaire, a été supervisée par Eric Kissa Kalombera, coordonnateur provincial du gouverneur militaire en charge de la justice, qui s'est confié à la presse. Suivez les propos. Nous sommes ici pour exécuter une disposition légale de notre pays. Cette disposition légale fait que, après étude de certains dossiers, transmis à bonne et due forme devant les autorités judiciaires, après un débat usuel à la matière, on arrive à enregistrer ceux qui sont éligibles à quitter la prison. Et cette mesure est publiée dans le journal officiel et cette mesure est transmise à bonne et due forme pour être exécutée au niveau de chaque entité et au niveau de chaque maison carcérale. Par rapport à cette administration prévue par la loi, nous sommes venus au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste, pour exécuter cette mesure qui est une mesure administrative, mais en même temps une mesure judiciaire. C'est à ce titre que nous nous sommes retrouvés ici, pour qu'on puisse libérer ceux qui étaient éligibles par rapport à la loi, à la matière. C'est une liberté conditionnelle.
Ils sont au nombre de 6, dont le dossier a permis à ce qu'ils puissent être libérés. Ce mardi 13 janvier 2026, une rencontre officielle s'est tenue à Goma entre les départements de finances de l'F-123 et les agents de l'administration fiscale. En cadre d'échanges axés sur l'écoute, la clarification des procédures et la mobilisation des acteurs avec un objectif commun, renforcer la rigueur, améliorer la gouvernance financière et mieux servir la population. Les détails de ce reportage. C'est sous le haut patronage du chef des départements des finances, M. Mugisha Robert, que tous les agents du secteur des finances ont pris part à une séance de travail à la salle BDG Lagoma ce mardi 13 janvier. L'objectif était d'évaluer les travaux de l'année 2025 et son impact sur les sociétés de la population, ainsi que faire une mise au point sur les nouvelles réformes que l'FC 123 a mises en place pour l'année fiscale 2026. Madame Fanny Cage, du coordonnateur provincial à Bas-Passion et du coordonnateur de la DGI, M. Mbagé, cette activité de haute envergure a connu également la participation des agents venus des territoires de Masisi, Rutshuru et de toutes les zones administrées et libérées par les mouvements révolutionnaires. Prenant la parole pour lancer officiellement ces réformes, le chef du département a précisé que l'année 2026 sera une année de maximisation du travail, de mérite, de rigueur, de transparence, de redevabilité et de discipline. Avant toute chose, nous voulons dire merci. L'année passée n'a pas été facile. Il y a eu des changements importants, des réformes en cours, des pressions sur le terrain, des attentes élevées. Malgré tout cela, le service a continué à fonctionner. Vous avez assuré la présence au poste. Vous avez continué le travail, mais l'effort fourni est reconnu. Et c'est vraiment important de le dire. L'année 2026 est une année particulière. Ce n'est plus une année d'essai. Ce n'est plus une année d'improvisation. C'est une année d'application stricte. La nomenclature fiscale est maintenant finalisée et sera disponible dans les prochains jours. Cela veut dire une chose simple. Tout le monde travaillera désormais sur la base des textes. Il n'y aura plus de taxes inventées, de montants fixés selon l'humeur, de décisions prises sans base écrite. Tout doit être clair, propre et traçable. L'année 2026 doit être une année différente, une année de discipline, travail sérieux, mérite, respect des règles. Les agents distingueront par leur honnêteté, leur ponctualité, leur professionnalisme seront valorisés et protégés. Parmi les nouveautés, les opérateurs économiques pourront désormais respirer et travailler dans de meilleures conditions grâce à des procédures simplifiées et harmonisées pour un meilleur rendement. Ces réformes visent à renforcer l'efficacité du département et à soutenir toutes les activités économiques des zones libérées au grand bonheur des citoyens. Face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC, deux membres du gouvernement originaire du Sud Kivu ont lancé ce lundi 12 janvier à Kinshasa un appel pressant à la cohésion nationale et communautaire. Le ministre Floribert Anzoulouni de l'intégration régionale et Alexis Tarot de l'urbanisme et habitants ont échangé sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, les souffrances des populations civiles et les divisions communautaires exploitées pour fragiliser les tissus sociaux. Suivez leurs propos. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à mon collègue, frère et compatriote du Sud Kivu, pour faire le point de la situation sécuritaire qui aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de fortement se dégrader, principalement dans le Sud Kivu. Cette situation qui est, comme vous êtes sans le savoir, due à l'agression dont le pays est encore une fois victime aujourd'hui.
Donc l'objectif de notre rencontre était, un, de discuter, de faire une évaluation de la situation, et puis deux, de voir comment, ensemble, nous pouvons justement agir ensemble de commun accord pour permettre à ce que la situation, aider à ce que la situation sur terrain puisse s'améliorer. Vous savez également qu'il y a beaucoup de manipulations au niveau des différentes communautés sur place. Vous êtes peut-être en train de suivre ce qui se passe aujourd'hui encore entre les Babembe, les Bafulero. Il y a beaucoup de manipulations. Et donc l'idée ici vraiment est de discuter de toutes ces problématiques-là, et surtout ensemble, de voir comment y apporter des solutions, rassurer également nos différentes communautés sur le fait que sans un minimum de cohésion, finalement, nous ne pourrons pas faire face à cette agression dont nous sommes victimes aujourd'hui. Eh bien, je voudrais commencer d'abord par remercier mon collègue, le ministre de l'Intégration régionale, pour cette visite de courtoisie. Il est important que, en tant que leader et ressortissant du Sud, particulièrement du Sud Kivu, d'échanger sur la situation à la fois sécuritaire mais aussi politique. Et il est important que nous puissions voir comment est-ce qu'en tant que leader du coin, nous pouvons contribuer au vivre ensemble, à la restauration de la paix. Et donc, c'est autour de ces questions essentiellement que nous avons échangé. C'est un signal fort que nous voulons envoyer en direction de nos communautés pour montrer que véritablement les leaders du coin, nous qui sommes qui avons l'honneur de les représenter quelque part au niveau du gouvernement, nous sommes en parfaite harmonie. Et donc, c'est un exemple que nous voulons donner à nos communautés pour montrer le vivre ensemble, la cohésion, d'ailleurs qui est un des thèmes majeurs sur lequel le chef de l'État revient souvent, la cohésion nationale, l'unité nationale, afin que tous ensemble, nous puissions lutter contre l'agression dont notre pays fait l'objet aujourd'hui de la part, malheureusement, d'un voisin un peu belliqueux, qui est le Rwanda, pour ne pas le nommer. Au camp des réfugiés des Rougoussia, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Eve Bazaïba, s'est adressée aux réfugiés lors d'un meeting. Porteuse du message du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, elle a réaffirmé la préoccupation majeure du gouvernement, le bien-être et la protection de chaque Congolais où qu'il se trouve. Suivez ses propos dans cet extrait. Mujue kama mbele kulikuwa mainchi ingine ya kigeni kunutoa hapa, kunupeleka mfano Marekani, kunupeleka Bulaya au penginepo, mujue kama hapa sasa ile haiendeke tena. Leo sisi wote Nyarungusi jambo. Leo sisi wote shauti ni moya, kurudi nyumbani kwetu. Sasa hatutakamata batu na kinguvu, tunasikilizana. Tangu leo mujue kana wa partner wetu wa HCR watakuya kukamata, kuuliza kila mtu na swala yake. Hii tunasema na Kifransa retour volontaire. Kila mtu anaandikisha jina yake, ulitokea wapi na utarudi kule. Lakini mujue kana mbele ya kurudi kwenye ulitokea kabisa, ikawa Bukavu, Goma, Uvira, Luvungi, Kamanyola, Baraka, Fizi, mpaka kule ukuwe na amani na usalama. Raisi, tusikilizane, raisi na serikali tuko na pambana na waadui kwa kusema usalama uingie kule. Lakini Nyarungusa jambo,
lakini mujue kama Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, tuko na majumbe mingi, tuko na mafashi mingi. Tunapasha kutengeneza programu ya kubapeleka kumafashi mbalimbali ndani ya Kongo. C'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de votre attention nous accorder. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de partager, commenter et liker les actualités. C'est sur Info TV chaque jour, les 13h et le soir. Merci, à très bientôt.